Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. La municipalité de Saint-Alexis célèbre ses 175 ans en grand. On discute du transport collectif dans la Nodière avec le PDG d'Exo, Marc Rousseau. Et les internationaux de tennis junior Banque nationale de Repentigny amorcent un nouveau chapitre avec de nouveaux dirigeants. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La municipalité de Saint-Alexis célèbre ses 175 ans cette année. Et afin de parler des festivités, je reçois Michel Ricard, maire de la ville, ainsi que Myriam Arbeau, conseillère municipale et mairesse suppléante. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, une belle et grande année de célébration qui débute là pour vous. Bien sûr. Merci de nous inviter, de faire part à cette belle fête qui va avoir lieu. Dorénavant, à partir du 2 mai, ça va être l'ouverture des fêtes du 175e de Saint-Alexis, qui va s'échelonner sur toute l'année, puis même l'année 2027 aussi, au début de l'année 2027. Donc, il y aura plein d'activités qui vont être diffusées, soit via des capsules ou sur le site web de la municipalité. Et je crois que c'était important pour vous de célébrer. On en a parlé hors ronde, mais on ne savait pas trop c'était quelle année. Donc, on a vraiment décidé d'y aller sur 2 ans. Et cette année, en 2026, on débute le 2 mai avec une grande journée de célébration. Je me tourne vers vous, Mme Arbeau, mais parlez-moi un petit peu de qu'est-ce qu'on va retrouver là, pour cette journée-là de festival. En fait, le 2 mai, on vous invite à partir de 17 h à venir goûter un concours de sirop d'érable. En fait, on a plusieurs producteurs qui sont des gens qui font du sirop d'érable comme citoyens ou même comme acériculteurs professionnels, si on peut dire. Puis, on va faire un concours que les gens vont... On les invite, en fait, à venir voir s'ils sont capables de retrouver leur sirop d'érable eux-mêmes. Il va y avoir un prix coup de cœur. Puis, on a une dame, Mme Geneviève Longère, qui est consultante en métier de bouche, qui va former notre jury pour déterminer les 3 meilleurs sirops de Saint-Alexis. Et on va terminer la soirée avec une illumination d'un gros 175e parce que notre thématique, en fait, c'est passé, présent, futur. Donc, le 175e, c'est un petit peu un rappel à nos ancêtres et tout ça. Donc, on invite les gens à venir se procurer une lanterne durant l'événement pour culminer avec l'illumination. Durant la soirée également, il va y avoir de la musique, de la nourriture, des grillades. Donc, on vous invite à venir avec nous. Je me tourne vers vous, M. Ricard, mais pourquoi c'est important, là, en tant que maire de la ville, de vraiment célébrer ça, puis peut-être aussi de rassembler les gens pour souligner l'histoire? Bien, comme vous l'avez bien dit, c'est finalement rassembler. Hein? C'est ça qui est important. Tu sais, à Saint-Alexis, on est quand même assez serré. Puis je pense que c'est souligné. Tu sais, on ne veut pas faire un événement comme le 150e au passé, c'était quand même gros, mais on veut quand même souligner. Puis donc, pour nous autres, c'est important tu sais, qu'il y ait des rassemblements comme ça. On n'en fera pas énormément, mais ce qu'on veut faire, on veut vraiment que le monde puisse en profiter avec les familles. Puis c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs activités là, durant l'été, surtout le 14, le 15 et le 16 août. C'est là qu'il va être nos événements. Puis il va y avoir plusieurs spectacles. Entre autres, on fête le 25e. On coïncide en même temps que le Festival acadien, que sur notre territoire aussi. On est 4 municipalités qui est descendance acadienne, si on peut dire. Puis on en profite que ça va être le 25e anniversaire du Festival acadien. Puis qu'on va célébrer ça aussi cette fin de semaine-là. C'est un gros week-end, là. C'est vraiment, je pense, important de rassembler les gens. On le sait, Saint-Alexis, c'est une plus petite municipalité, mais tout autant important de rassembler ces gens et de le faire sur un week-end. J'imagine que tout le monde va y trouver son compte là, le 14, 15 et 16 août, si je ne me trompe pas. Là. Exactement. Bien, en fait, ça va être une façon aussi d'avoir... que ce soit familial. Puis, tu sais, on se dit terre vivante. Bien, c'est un peu ça qu'on veut, amener les gens à se rassembler, puis festoyer avec nous. Puis, écoutez, le 2 mai, j'avais oublié de vous le mentionner,
Oui. On va avoir le dévoilement de nos bières officielles. Donc, on vous invite à venir participer à cet événement-là pour voir. On a travaillé fort, l'équipe a travaillé vraiment fort, puis on a 3 belles bières à vous présenter au courant de l'année qui vont être celles qui vont être vendues pendant nos événements. Il nous reste une vingtaine de secondes, mais j'imagine pour les gens qui ont des questions ou qui veulent avoir l'ensemble de l'information, site web, plateforme, réseaux sociaux, j'imagine? Effectivement, ça va être tous ces modes. Puis personnellement aussi, le maire, la municipalité va être au courant, donc il n'y a pas de problème. On invite tout le monde à venir, autant les anciens résidents de cette ici, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui descendent, des familles de souche, on peut dire, de cette ici. On invite tout le monde à venir festiver avec nous autres. Merci beaucoup de votre passage en studio, puis on vous souhaite des bonnes festivités. Bien, merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Le transport collectif dans la Nodière est au cœur des préoccupations. Accessibilité, fréquence, développement. On en discute avec le PDG d'Exo, Marc Rousseau. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, vous avez été en nomination pour le poste de PDG depuis octobre 2025. C'est un nouveau défi pour vous. Et parlez-moi, depuis votre nomination à la tête d'Exo, comment ça se déroule? Bien, écoute, moi, je suis arrivé dans un moment quand même assez charnière, là, parce qu'à l'automne, on se doit de produire un budget, notre plan d'investissement. Puis j'ai vite découvert également qu'on devait s'attaquer quand même assez rapidement à ce qu'on appelle, nous, notre enjeu financier. Donc, très rapidement, avec l'équipe de direction, on a dû produire un plan d'optimisation pour trouver une façon de réduire nos dépenses et ainsi tenter de réduire, dans le fond, la pression sur les bailleurs de fonds qui sont les villes puis le gouvernement. Donc, c'était mes premières en fait, priorité là, quand je suis entré en poste. Donc, on a quand même réussi à produire un budget qui était très responsable là, pour assurer la pérennité d'Exo. On a présenté notre programme d'investissement et on a annoncé également là, un plan d'optimisation dans lequel s'inscrit une réduction des dépenses là, d'à peu près 19 millions de dollars. Il y a plusieurs gros projets pour Exo. On pense notamment au REM. Comment ça se déroule jusqu'à présent, l'entrée en poste du REM, puis un peu tous les autres projets d'envergure alentour? Oui, en fait, la mise en service du REM, pour nous, c'est des moments quand même importants là, parce qu'il y a plusieurs refontes de réseau qui arrivent avec la refonte du REM, qui sont arrimées, en fait, avec la refonte du REM, pour 2 raisons. Un, on a une obligation de rabattre, dans le fond, vers le REM, et également, bien, ça nous permet de revoir, en fait, la desserte dans le secteur, de pouvoir partir d'une page blanche et de pouvoir refaire, dans le fond, un réseau qui va répondre davantage là, aux besoins des citoyens. Si on plonge un petit peu vers la Nodière, c'est sûr que les gens sur le terrain ont des préoccupations par rapport au réseau. Des fois, il y a une forte pression sur ce réseau-là ou des fois, certains manquent de services. De votre côté, quelles sont les stratégies puis quel est votre point de vue par rapport à cette situation-là? Bien, écoutez, on est bien conscient, là, puis on l'a remarqué au cours des 2 dernières années, notamment à la rentrée, donc septembre-octobre, qui sont des mois où on dirait que tout le monde prend des nouvelles résolutions et veulent embarquer dans le transport collectif, puis on est bien content de ça. Donc, on a vu des surcharges, ou en fait, oui, on va appeler ça comme ça, dans le fond, des surcharges là, sur certains départs d'autobus, sur certaines lignes d'autobus à certains moments de la journée. Donc, c'est sûr que c'est préoccupant pour nous. L'enjeu qu'on a, c'est qu'on a un budget qui est limité, qui est à un certain point un peu contraignant parce que ça ne nous permet pas de pouvoir développer l'offre de service au moment où on se parle. Et on parlait de la refonte de réseau plus tôt. Donc, ces refontes-là doivent être faites à coût nul. Donc, on ne peut pas réinvestir ou investir des heures additionnelles. Donc, on doit trouver une façon là, de rebrasser un peu les cartes sans rajouter d'heures de service. Il est là le défi pour continuer à assurer, comme je le disais, là, le besoin des citoyens.
Puis le fait que vous arrivez avec un œil nouveau depuis quelques mois, est-ce que c'est vraiment un avantage pour... Oui, on apprend à connaître les différents enjeux, mais on arrive avec vraiment un œil nouveau pour apporter des solutions à ces situations-là. Oui, en fait, j'aurais aimé pouvoir apporter des solutions autres que les éléments que je vous ai nommés plus tôt. L'enjeu financier, il est très omniprésent. Donc, moi, j'ai dû m'attaquer quand même assez rapidement à cet enjeu-là. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, le plan d'optimisation pour nous a été excessivement important et ça a passé même par des réductions de plans d'effectifs. On a dû laisser partir des gens avec qui on a eu beaucoup de succès dans le passé et avec regret, là, pour être bien honnête. On a dû également couper, dans le fond, dans les heures de notre centre de contact client. Donc, on a dû réajuster là, les heures pour lesquelles on répondait à la clientèle. Donc, tu sais, c'est des défis pour nous. Mon entrée en poste a été marquée majoritairement par ça. Donc, c'est sûr que avoir eu un budget autre ou illimité, on n'aurait pas apporté des solutions différentes. Cependant, les équipes sont quand même à pied d'œuvre pour toujours essayer de rebrasser là, les différentes dessertes d'autobus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec le budget qu'on a. Et toujours dans la Lanaudière, si on regarde, est-ce que pour les Lanaudois qui se posent la question, est-ce qu'il y aura des annonces à venir ou le transport collectif restera comme il est présentement? Bien, en fait, si on prend par exemple le secteur de l'Assomption, il y a une refonte du secteur qui est prévue, qui est déjà enclenchée. En fait, là, ça fonctionne en 2 étapes. Normalement, on vient consulter les gens. Donc, il y a un processus de consultation qui se fait sur 2 étapes. On a fait la première étape en 2023. On va revenir vers les citoyens là, au cours des prochains mois pour valider certaines hypothèses. Donc, il y a cette refonte-là qui s'en vient, qui s'orchestre dans le fond dans l'ensemble de nos refontes de réseau qui vient à la suite là, des mises en service du REM. Dans le cadre de l'Assomption, il n'y a pas de mise en service du REM qui vient nous impacter. Donc, on va revoir ce qu'on peut faire pour mieux desservir, dans le fond, les besoins des citoyens. Il y a également l'année dernière où on a refait en fait toute la boucle d'autobus et on a ajouté un peu de panneaux à messages variables au terminus Terrebonne. Cette année, on va s'attaquer au terminus à la gare de Sainte-Thérèse. On va également refaire toute la boucle d'autobus avec les bordures, puis on va en profiter également pour mettre de la signalisation additionnelle. On le sait que présentement, il y a une flambée du prix du gaz. Est-ce que vous pensez de votre côté ça va solliciter le transport en commun? Bien, nous, il y a 2 choses qui font que les gens vont souvent basculer vers le transport collectif. Le prix de l'essence, comme vous l'avez mentionné, et la circulation routière. Donc là, on voit de plus en plus de congestion routière avec le retour des gens au bureau, vers le centre-ville notamment. Donc, c'est sûr que ce sont 2 facteurs là, qui vont nécessairement augmenter la croissance d'achalandage dans le transport collectif. Comment on se prépare à tout ça? Quelles sont vos stratégies? Bien, en fait, on regarde toujours de façon régulière quels sont justement les départs qui sont les plus achalandés. On va tenter de justement s'ajuster au niveau des temps de parcours parce que la congestion routière va venir retarder, dans le fond, les temps de parcours. Donc, nos équipes là, de planification sont toujours très aux aguets, là, puis essayer de faire ces ajustements-là. Puis on les fait normalement 4 fois par année aux saisons. Donc là, on est en train de préparer, dans le fond, la saison de printemps-été, puis on va venir faire ces ajustements-là au fur et à mesure. Si on se tourne vers le transport adapté, le transport à la demande, c'est un service qui est offert dans la Lanaudière et j'imagine que pour vous, c'est une priorité de structurer comme il faut ce service-là. Oui, en fait, le transport adapté est un mode qui est de plus en plus en demande. Il faut comprendre que pour avoir accès au transport adapté, il faut passer par une admission. Donc, les critères d'admission sont générés ou gérés par le gouvernement du Québec. Donc, on voit de plus en plus d'admissions. Donc, il y a de plus en plus de demandes pour le transport adapté. On le voit, c'est en croissance année sur année. Il y a le vieillissement de la population qui vient sûrement impacter là, cette croissance de demande-là. Pour ce qui est du transport à la demande, qui est un autre mode complètement différent, qui est plus agile et efficace que le mode standard là, de transport d'autobus, on a 2 endroits où on a du transport à la demande. Il y a Terrebonne, depuis quelques années déjà, et qui sont du lundi au vendredi, et il y a Boisbriand qu'on a lancé l'année dernière, je crois, là, pour les week-ends. Il y a beaucoup d'engouement pour ça. C'est assez simple. Dans le fond, les gens doivent tout simplement s'inscrire, procéder à une réservation et les gens peuvent se déplacer là, de façon plus facile et efficace au cours de leur week-end ou de la semaine. En terminant, si on se tourne vers le futur, qu'est-ce qui vous attend pour les mois, les années à venir?
Bien, nous, c'est sûr qu'on milite beaucoup là, pour obtenir du financement additionnel, que ce soit pour des projets d'accessibilité, que ce soit pour assurer la pérennité de nos infrastructures et de notre matériel roulant du côté ferroviaire, et également du côté autobus. Nous, on a une ambition de vouloir s'inscrire dans le virage électrique également au niveau du gouvernement du Québec, mais on veut aussi changer notre modèle d'affaires, donc devenir tranquillement propriétaire de nos autobus et de nos infrastructures. Donc, c'est un peu la vision qu'on a pour être capable de continuer à améliorer le transport collectif dans la Naudière. Merci beaucoup, M. Rousseau, d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci, ça fait plaisir. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Après une réussite sur toute la ligne pour la première édition du Festival Mélo de Repentigny et de retour cette année en force pour parler de ces 3 jours de découverte musicale, je reçois le cofondateur du Mélo Festival, Samuel Nadeau-Pius. Bonjour Samuel. Salut. D'abord, on en parlait, une première édition réussie. Comment ça s'est déroulé là, cette édition-là? Honnêtement, réussi sur toute la ligne. Je pense qu'en première édition comme ça, on ne pouvait pas s'attendre ou avoir des attentes extrêmement grandes. Puis finalement, toutes les attentes ont été excédées. Encore plus, ça nous suit jusqu'à cette année. Là. Tous les partenaires veulent revenir, puis c'est un grand succès pour nous. Là. Il y avait de la nouveauté. Là, on partait de zéro. Comment vous approchez l'année 2 là, avec un peu d'expérience, j'imagine, de cette année? Avec beaucoup d'excitation. Cette année, on a réussi à se surpasser encore une fois dans la programmation. On attire des artistes d'un peu partout sur la planète. Des artistes que, si, il y a 2 ans, tu me disais... un festival à Repentigny, qu'est-ce qui pourrait être présent? Jamais j'aurais pu croire des artistes de renom comme ça. Fait qu'on est vraiment, vraiment excités. Parlons-en de ces artistes, oui. Elderbrook, un DJ d'Angleterre, en fait, là, vraiment couru. Ouais. Puis je te laisse nommer aussi tous les autres noms qui vont être présents. On est vraiment excités. Elderbrook, c'est une de nos têtes d'affiche cette année, c'est certain. Un multi-instrumentaliste qui va faire lever le party dans des mélodies qui vont être super. On a Josh Ross également qui vient, là, un chanteur country qui est en grande ascension, un gars de Nashville, un gars du Canada qui habite à Nashville maintenant, dans une star montante canadienne dans le country. Puis, je pourrais m'en parler pendant des heures. Là. Je tripe pas mal sur les artistes. On a les Louanges qui viennent également, qui viennent de sortir leur CD, là, qui est un des CD, un album les plus attendus au Québec cette année. Puis un retour de Dead Obies aussi, là, qui vont être là avec nous cette année. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Il y a des trucs, j'imagine, qui vont être de retour, mais peut-être aussi des nouveautés au passage? Oui, on a appris de l'année passée. C'est une première édition. On va encore apprendre cette année, on ne se le cachera pas. Mais plusieurs nouveaux concepts. L'année dernière, on avait une scène intérieure, une scène extérieure. Cette année, la scène intérieure, on va se concentrer dans une ambiance d'after-party. Donc, on va concentrer nos efforts sur la scène extérieure avec les gros artistes qu'on vient de nommer. Puis, à chaque soir, en cohérence avec la journée, on va avoir un after-party dans le bar, le Chivas, qui est à l'intérieur de l'aréna, qui est pas mal sur le même terrain que le festival. Puis comment ça fonctionne pour les gens? La programmation est sortie, la mise de billets est déjà entamée. Comment ça fonctionne là, pour les gens qui veulent se procurer des billets? Cette année, c'est important de comprendre que c'est du jeudi au samedi. Donc, on se laisse le dimanche pour se reposer puis recommencer la semaine suivante. Donc, c'est le jeudi 4 juin, vendredi 5 juin, samedi 6 juin. On peut acheter des passes pour les 3 jours ou avoir des billets singuliers, là, fait que pour la journée du choix. Qu'est-ce qui vous reste pour la suite? J'imagine que ça va très vite, là, mais il reste quelques mois à la préparation. Ouais, bien, 2 mois, un peu moins de 2 mois, ça s'en vient. C'est doublement excitant parce que ça sonne aussi avec le début de l'été qu'on a hâte de voir arriver. Donc, les prochaines semaines, bien, ça va être de faire connaître les artistes. Une de nos missions, c'est la découverte. Donc, on veut faire découvrir ces artistes-là. On veut que le monde ait une plus grande horizon des artistes qui vont venir chez nous. Donc, ça va être de faire découvrir ces artistes super talentueux-là qu'on va avoir. J'imagine, si les gens ont des questions, ils peuvent vous contacter, mais il y a les plateformes de réseaux sociaux pour vous suivre d'ici là, puis un peu retrouver les artistes, là, savoir qui va être de passage au Mélo. Oui, c'est certain que le plus d'informations, ça va être sur notre page Instagram et sur notre site web, melofestival.com. Merci, puis on vous souhaite une très belle 2e édition. Merci.
Les internationaux de tennis junior Banque nationale de Repentigny amorcent un nouveau chapitre. Après plusieurs années à la tête du tournoi, le président Benoît Delisle et le directeur général Lionel Armstrong passent le flambeau à une nouvelle génération bien connue de l'organisation. Naila, il s'agit d'une transition importante pour cet événement fort de la région. Oui, Charles, on parle ici d'un tournoi d'envergure internationale, seulement implanté à Repentigny depuis 4 décennies. Et même là, si la direction change, là, le message lancé aujourd'hui est clair. On mise à la fois sur la continuité, sur l'expérience acquise au fil des ans. Mais là, on a un petit problème technique. On va aller en pause pour corriger le micro et on revient tout de suite après. Parfait. Vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc, comme je disais, là, il mise sur la continuité. J'ai eu la chance de parler avec Benoît Delisle et Pierre-Olivier Lessard afin de connaître c'est quoi les changements à venir. On va pouvoir aller les écouter. Seigneur, 20 ans, il s'en est quand même passé beaucoup de choses. Je pense que ma plus belle fierté, parce que c'est sûr que c'est 20 ans, fait que je regarde l'an 1 et quand je quitte aujourd'hui, il y a eu énormément d'améliorations au tournoi. On est toujours resté dans les meilleurs tournois au monde. Donc, je pense que ça ne peut pas être la plus belle fierté, c'est ça, je pense. On a pris bien le temps de choisir les remplaçants. Et ces deux jeunes qui ont énormément de talent, qui ont été impliqués dans les internationaux. C'est une relève là, pour nous qui était vraiment le meilleur choix. Je pense que dans les dernières années, c'est quelqu'un qui a travaillé très fort à développer ses qualités de chef dans son entreprise. Fait que c'était important pour nous d'avoir quelqu'un de ce style-là et d'avoir aussi une complicité avec le DG, puis on a trouvé les personnes idéales. C'est une très belle opportunité pour moi, autant au niveau professionnel qu'au niveau volontariat. De pouvoir donner du temps, mais pour une organisation aussi grandiose, c'est vraiment un honneur que je chéris profondément. Je pense que d'avoir un tournoi de renommée internationale, c'est quelque chose qui est très important pour une communauté, que ce soit lanaudoise, que ce soit repentinoise. Je pense que ce qu'on veut vraiment accomplir, c'est d'être capable de le faire rayonner un petit peu plus. Donc, d'aller chercher Montréal, le sud des Laurentides, on a du bon tennis. On a des bons athlètes, des athlètes qui aujourd'hui sont dans le top 20 mondial. Donc, je pense que c'est important d'être capable de bien faire rayonner le tournoi à l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose que moi, je peux apporter avec les relations que j'ai, d'avoir un rayonnement un petit peu plus grand. Sinon, c'est vraiment de s'asseoir dans nos souliers. Avec la transition cette année, le 39e édition. Donc, d'apprendre ce qu'on a à apprendre, tout en essayant de mettre tout de suite un petit peu notre couleur, puis de faire ça en grand la 40e édition l'an prochain. Et Naila, de ce qu'on entend, cette relève veut vraiment laisser sa marque. Oui, exactement. Là, ça s'est senti dans les premières interventions. Là, le nouveau président, Pierre-Olivier Lessard, connaît très bien le tournoi. Lui qui a fait ses premières expériences de bénévolat et de travail à cet endroit-là, il souhaite maintenant bâtir là, sur cette même lignée et tout en élargissant le rayonnement de l'événement au-delà même peut-être de la Naudière, aller plus loin. Il a déjà proposé, même posé un geste symbolique. Là. Il a nommé la loge de presse, la loge Roger Brulotte, en hommage à ce dernier là, décédé en mars 2026. J'ai aussi eu la chance de parler avec l'ancien directeur Lionel Armstrong et le nouveau Nicolas Gurcristante, afin de connaître là, le point de vue là, à eux aussi sur ce changement-là. On va pouvoir aller les écouter. D'avoir réussi à faire une famille du tennis et d'avoir emmené le tournoi à ce niveau-là, parce qu'il est dans le monde un des 5 meilleurs tournois au monde et c'est à Repentigny, il faut en être fier et ça, c'est grâce à l'implication de nos bénévoles qui ont une grande passion pour le tournoi.
M. Delisle et moi avons construit depuis 20 et 15 ans le tournoi et nous sommes absolument certains que les deux, Nicolas et Pierre-Olivier, vont assurer une relève digne, dans le sens qu'on a travaillé fort. Ce n'est pas pour qu'après nous, le tournoi tombe. Au contraire, c'est pour que le tournoi progresse. Et avec ces deux jeunes-là, parce que les deux ont 33 ans, vont emmener le tournoi ailleurs. Point de vue personnel, pour moi, c'est un gros challenge parce que Lionel, juste avant, a fait un travail exceptionnel d'avoir amené ce tournoi-là à un autre niveau. Je parlais que ça faisait 12 ans que j'étais directeur technique dans un tournoi international junior à Repentigny. Tout le monde était comme « Hein? Il y a un tournoi international là. » J'aimerais ça changer cette phrase-là. J'aimerais ça que ça devienne « Ah oui, ce tournoi-là. » Donc, ce concept-là ici, moi, c'est vraiment ça, c'est d'aller faire rayonner plus large et de faire en sorte que, oui, c'est le fun d'avoir ça pour les citoyens de Repentigny, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés d'aller voir ça, mais aussi pour que les joueurs sentent qu'il y a un engouement non seulement local, mais aussi un peu plus là, pousser l'Est de Montréal, que ce soit le Laurentide, même s'il faut. Je pense qu'il y a un rayonnement à faire et je pense que ça va être les choses qu'on va mettre un gros effort rapidement, moi et Pierre-Olivier. Pour la communauté repentignoise, ce que je vois, c'est qu'ils ont beaucoup de bons bénévoles. C'est assez incroyable. J'ai déjà été dans d'autres événements où les bénévoles, c'était pas le même calibre que ça, définitivement pas. Ici, à Repentigny, non seulement ça fait longtemps qu'ils sont là, et je pense que c'est le talent qu'ils ont, la passion qu'ils ont ici. Je pense que la ville de Repentigny veut garder son tournoi, non seulement d'un point de vue politique, parce que c'est tout le temps beau de voir ça politiquement, mais aussi la population le veut encore. Les gens reviennent, les bénévoles reviennent, et je pense que ça se voit. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui leur tient à cœur. L'objectif va être de préserver la réputation du tournoi tout en lui donnant un nouvel élan pour les prochaines années. Merci beaucoup, Langla. Merci, Charles. Sur une note plus personnelle, j'entreprendrai de nouveaux défis professionnels dans les prochains jours et c'est ce qui marque mon dernier bulletin. En tant qu'animateur et journaliste à TVRM, ce fut un plaisir d'avoir été là lors des 2 dernières années et un énorme merci à toutes les personnes avec qui j'ai collaboré et travaillé sur le terrain. Un remerciement tout particulier à mes précieux collègues et bénévoles chez TVRM. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir et une fierté de vous côtoyer au quotidien. Alors, pour une dernière fois, merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine.